Je ne connais aucun youtubeur, donc énorme honte. Quand je me suis lancée sur YouTube, mon stratégiste me disait « Mais tu vois, lui, un tel, tu vois, genre Inoxtag, tu vois, machin. » J'étais là, mais c'est qui? J'ai une copine complètement folle qui m'a dit « Mais non, faut que tu contactes Mike Horn et tout. » Et d'autres gens comme ça. Donc j'ai contacté Mike Horn et c'était mignon. Sa secrétaire m'a dit « Mike est très occupé sur d'autres expéditions. » Mais évidemment que j'avais zéro chance de l'avoir. L'énorme piège du podcasteur ou de la personne qui crée un média en général, c'est penser que une fois qu'on a fait le podcast, on l'a enregistré, c'est bon, c'est fait. Pas du tout. Tu vois, je mettais peut-être 2 heures à faire un podcast audio. Là, je mets 2 jours à faire un podcast vidéo. Et ça me coûte, on va dire, peut-être € par mois. S'exposer, surtout en tant que femme sur Internet, c'est vraiment... Il y a des moments critiques, en fait. On réfléchit encore plus à son image et tout ça. Qu'est-ce que la vidéo t'a appris sur toi que tu ne savais pas déjà? Oh waouh, c'est hyper profond ça comme question. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de J'y vais mais j'ai peur, le podcast qui aide les solos à oser la vidéo incarnée dans leur com. L'objectif avec ce tout nouveau programme, d'ailleurs je suis vraiment comme un fou de lancer cette nouvelle aventure, ma mission elle est très simple, c'est de vous aider à oser la vidéo, à prendre cet outil pour en faire un levier puissant afin de renforcer votre image de marque et votre impact médiatique. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire ça ? Ça va être très simple, je vais vous proposer toute une série de conversations avec des solopreneuses et des solopreneurs qui utilisent déjà la vidéo pour en faire un atout majeur dans leur communication et on va leur demander leurs secrets de fabrication, leurs recettes, leurs processus, mais pas uniquement parce que j'ai aussi envie de les cuisiner sur leur mindset et les émotions liées à cet exercice très particulier qu'est la vidéo. Pour cette première saison, j'ai casté vraiment des gens absolument incroyables. J'ai mis les petits plats dans les grands. Et avec ce tout premier épisode, franchement, ça va envoyer du lourd. Je suis extrêmement fier d'accueillir celle que je considère déjà comme ayant l'Oscar de la solopreneuse 2025 et 2026. Au vu de tout ce qu'elle prépare, on a déjeuné juste avant et franchement, vous n'êtes pas prêts. Flavie Prévost, la boss Flavie Prévost est dans J'y vais mais j'ai peur. Salut Flavie, bienvenue. Salut, waouh, je suis tellement contente que tu lances ton podcast vidéo. T'imagines un peu? Tellement fière de toi. T'as vu le chemin parcouru depuis nos premiers échanges sur Insta il y a... Ça fait 5 ans. 5 ans, ouais. Exactement. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'accueillir ici, Flavie. Merci infiniment. Les remerciements, normalement, c'est à la fin, mais je commence déjà par te remercier. Merci beaucoup. J'ai voulu t'avoir dans cette émission. Tu as été la première que j'ai listée dans la liste des invités parce que j'ai envie qu'on creuse un sujet hyper intéressant par rapport à ce que tu as vécu l'an dernier, enfin en fin d'année dernière et en début de cette année 2025, où tu as décidé, après 4 ans d'un carton avec le board, donc podcast audio, tu as décidé de te lancer sur YouTube en partant de zéro. Enfin, en partant de zéro, tu avais déjà une audience, mais en tout cas en partant de zéro sur la plateforme. Et j'ai envie qu'on creuse comment est-ce que tu as fait, par quelles étapes t'es passé, et pour que les personnes qui nous regardent se disent « Ok, moi aussi j'ai envie d'y aller ». Avec grand plaisir. En plus, là, je fais le bilan de ma première année, ma première année de podcast vidéo sur YouTube avec Solo Nation. Donc, j'ai des chiffres pour toi assez croustillants pour te montrer que ça m'a juste bluffé. En fait, quand j'ai regardé les chiffres, je me suis dit, putain, c'est un truc de ouf, tout ce que ça m'a apporté d'aller sur YouTube et je pensais pas du tout. Très bien, très très bon teasing. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Flavie, j'ai envie qu'on fasse une petite présentation si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas encore Flavie. Bon, j'en doute, mais sait-on jamais. Il y en a plein. Sait-on jamais. Première partie, un peu présentation. Je t'ai demandé avant qu'on commence l'enregistrement 3 mots-clés pour comprendre ce que tu fais, puis qui tu es. Alors, ça serait quoi ces 3 mots-clés pour te découvrir ? Alors, je vais commencer par le mot-clé sérieux. Après, j'en ai 2 autres un peu moins sérieux. Le mot-clé numéro 1, ce serait scalabilité. Donc moi, c'est mon obsession, c'est que je pense qu'on peut faire un gros business même en étant tout seul. Et donc, moi, j'aide les solopreneurs à dépasser les limites de leur propre temps, à créer des vrais gros business qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an en solo. Voilà, ça, c'est mon dada. Donc, c'est vraiment mon mot-clé. Je pense que j'en parle tout le temps dans toutes mes vidéos, tous les jours. Et après, les autres mots, je dirais surf. Parce que je suis une apprentie surfeuse et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir du temps libre parce que c'est très ingrat comme sport. Donc voilà, si vous me croisez sur un spot, je suis vraiment pas ouf encore, moins qu'en podcast, mais bon, ça progresse. Et le 3e, je dirais musique. J'écoute de la musique tout le temps, en permanence, et mes 2 styles de prédilection sont très différents. C'est le reggae, donc là c'est plus cool et tout quand je travaille, et la techno. Donc voilà, j'ai ces 2 énergies-là en moi. Très bisounours, cool, machin, et aussi assez énergique, voilà. Donc Okay. Ça rythme ma vie.
Donc ça donne le cocktail voilà, pour un le cocktail board un peu média. Un cocktail un peu bizarre, mais... Berliner Jamaïca. J'aime beaucoup l'association. Très bien, Flavie. Bah, écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Hein. Donc, je rappelle, la question qui nous intéresse aujourd'hui pour ce premier épisode, c'est comment on passe d'un podcast qui cartonne, un podcast audio, à une nouvelle émission sur YouTube où il y a tout à découvrir, tout à défricher. Donc, c'est parti. On va rentrer dans cette partie où je vais te questionner, te cuisiner sur tes process. Let's go. Flavie, on se remémore nos discussions parce que, pour la petite histoire, je travaille avec Flavie. C'est moi qui suis derrière la quasi-totalité de tous ces montages sur YouTube et même sur ces mini-séries sur le podcast et d'autres vidéos. Je suis aussi client de ces produits, notamment l'incubateur Solopreneur. Donc voilà, on se connaît depuis un moment avec Flavie, donc c'est intéressant de voir cette évolution. Je crois que fin d'année dernière, tu me dis, Cyril, j'ai une idée, j'ai envie de me chauffer sur YouTube, de découvrir un nouveau terrain de jeu. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi déjà, est-ce que tu peux m'expliquer quel a été le moteur pour te dire, il est temps là peut-être de délaisser un petit peu le podcast audio pour me chauffer sur YouTube ? Alors, c'est hyper intéressant comme question et c'est assez... Finalement, c'est assez profond, parce que ça a remué pas mal de choses dans mon business. Donc, première chose, il faut savoir que moi, je participe à une émission YouTube qui s'appelle Silicon Carnet. Donc, c'est un podcast sur la tech. Et donc, Carlos, le host, c'est un pote. Et il m'a montré ses chiffres d'année après année. Et en fait, j'ai vraiment vu cette courbe de l'effet composé où au début, c'est quasiment flat. Et puis, la dernière année, ça a explosé. Et là, il a atteint, je sais pas, 4 millions de vues, quelque chose comme ça sur YouTube. Alors qu'à la base, c'est un podcasteur audio comme moi. Donc là, je me suis déjà dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se trame, en fait. Le podcast audio, on voit que ça évolue vers la vidéo, comme tout. Hein. Comme les pages de vente évoluent vers la vidéo, LinkedIn évolue vers la vidéo. En fait, ça devient indétrônable et en fait, on peut plus passer à travers les mailles du filet. Et du coup, deuxième truc, il y a une de mes idoles aux États-Unis, un solopreneur qui s'appelle Jay Clouse, Creator Science, qui a aussi un podcast que j'adore. Et j'ai vu son évolution vers la vidéo. Et j'ai vu ce qu'il a fait sur sa chaîne YouTube. Et je me suis dit, c'est trop intéressant ce qu'il a fait. Et donc, j'ai reconnu dans ces deux personnages deux ADN de podcasteurs avec déjà beaucoup de succès qui ont su faire la transition. Et là, je me suis reconnue enfin dans deux rôles modèles. Alors que pour moi, YouTube, c'était un univers que je connaissais pas. J'avais aucun code. Je regardais jamais aucune vidéo. Je ne connais aucun YouTuber. Donc, énorme honte. Quand je me suis lancée sur YouTube, mon stratégiste me disait, mais tu vois, lui, un tel, tu vois, Jean Inoxtag, tu vois, machin. J'étais là, mais c'est qui? Donc, moi, voilà, j'ai 40 ans. C'est pas trop ma plateforme de prédilection. Donc voilà, ce qui m'a fait tilt, en gros, c'est de me dire, tiens, il y a des gens qui me ressemblent, qui ont une profondeur de sujet un peu niche sur le business, la tech, qui y vont. Donc ça veut dire que je peux y aller. Et donc voilà, j'ai vu l'évolution du podcast audio vers vidéo, ça c'est un incontournable. Et tous les podcasteurs audio, je pense, devraient évoluer en vidéo. J'ai vu l'explosion de la plateforme YouTube, donc avec des chiffres qui sont bien supérieurs aux écoutes qu'on peut faire sur des podcasts audio. Et enfin, par rapport à mon propre business, j'avais spoté un truc, c'est qu'il y avait une poche d'audience, donc des personas cibles pour moi, qui sont beaucoup sur YouTube. Ces personas, ce sont les freelances dans la tech, notamment les développeurs, les CTO, les product managers et tout ça, c'est des bons clients chez moi. J'en ai toujours 2 ou 3 par mois qui viennent parce qu'ils ont besoin de scaler. Et je me suis dit, ce persona-là, il est sur YouTube, si je le veux. Donc, c'est un persona un peu plus masculin, un peu plus tech. Il faut que je sorte de mon terrain de jeu habituel, LinkedIn et audio, et que j'aille découvrir ce nouvel Eldorado où il y a ma nouvelle audience. Donc voilà, monter mes audiences, découvrir une nouvelle audience. Et après, je pense qu'il y avait un peu le challenge perso, j'avoue, où je me dis, si les autres l'ont fait, moi, je peux le faire aussi. Ouais. Par contre, là, j'étais complètement démunie parce que j'avais 0 code et j'avais trop peur de me lancer. Mais ouais, c'est ça. Alors ça, on reviendra dans la partie juste après sur comment tu t'es senti par rapport à tout ça et ce challenge. Mais je trouve ça hyper intéressant, ta démarche, effectivement, d'observer, ce cocktail, en fait, où j'observe mes rôles modèles, il y a ce côté challenge hyper intéressant. Mais du coup, qu'est-ce que tu te dis là ? Donc, tu prends la décision, j'y vais. Et en fait, tu commences par quoi ? Alors, c'est titanesque en fait comme. Il faut pas over-ingénier le truc. Enfin, tu vois, faut se dire qu'en gros, ça s'est pas passé. C'était pas un interrupteur où j'appuie sur on. Enfin, il y a eu plusieurs étapes avant. Donc déjà, j'ai fait ça. C'est monté un peu dans mon cerveau. Après, j'ai pris un coach YouTube. Ma première réflexion, ça a été de dire ça. Je me lance sur YouTube. Je prends un YouTube stratégiste. Donc Blas, que je salue. On a fait un travail ensemble qui a été déjà de dire qu'est-ce que je veux raconter sur ma chaîne YouTube et ensuite de faire des premières vidéos. Et c'était très intéressant parce que j'ai compris les codes de YouTube.
Mais par contre, ça n'a pas marché parce que en gros, ça a été comme si j'avais dû me transformer en youtubeur. Et tu vois, le youtubeur qui fait des vidéos solo, etc., mais qui n'a pas de podcast à côté. Donc, il n'y avait pas de lien entre ma chaîne et mon podcast. Vous pouvez aller voir mes premières vidéos, tu vois, c'est un peu bizarre, quoi. Et là, je me suis dit, mais je ne veux pas être youtubeur, moi, j'ai déjà mon podcast. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve un concept d'émission que je veux lancer sur YouTube, tu vois, il faut que j'utilise mes forces en fait, il ne faut pas repartir complètement de zéro. Et là, depuis longtemps, j'avais une idée en tête, mais qui se prêtait assez mal à l'audio. C'est que moi, j'avais aussi spoté la tendance de l'entertainment, donc des vidéos un peu plus cool, tu vois, un peu des talk shows comme vous faites avec Blaze, où en fait, on est entre potes, ambiance un peu entre potes, comme quand on va se boire un café ou se boire un pot avec des potes freelance et solopreneurs et qu'on débriefe sur nos clients chiants, sur notre chiffre d'affaires, sur nos galères. Et je voulais retrouver cet état d'esprit, sauf qu'en audio, plus de 2 personnes, c'est pas possible. On ne reconnaît pas les voix, on va se parler dessus parce qu'on n'est pas ensemble. Moi, j'ai enregistré mon podcast à distance. Donc, je voulais créer cette émission bande de potes qui discutent de soloprenariat. Et c'est là que je me suis dit, ça, c'est un parfait concept en vidéo. Il y avait déjà pas mal de vidéos comme ça, genre, je sais pas, entre potes ou des choses comme ça. Ça a été aussi des inspirations dans un autre domaine que le mien. Et là, je me suis dit, let's go, je me chauffe, je lance ça. Et c'est comme ça qu'est né Solo Nation. Le nom d'ailleurs, Solo Nation, je crois qu'il est arrivé assez vite. Où tu as hésité, je me rappelle, tu avais fait un sondage, je crois, sur qu'est-ce qu'on prend comme nom. Tu peux nous parler de ça ? Ouais, exactement. Du coup, déjà, j'ai un peu le concept de base. Donc, je me dis, on sera 4 solopreneurs, on va discuter sans filtre, comme si on était amis. Et les gens vont revenir. Du coup, ça va créer aussi cette forme d'amitié. Parce que ça marche pas comme concept si tu n'as jamais vu ton invité et que tu le découvres. Souvent, c'était ça, mes interviews. Je connaissais pas les gens avant, donc s'il n'y avait pas cette spontanéité. Et voilà, et à partir de là, je pose le cadre, je regarde combien je peux faire d'émissions matériellement. On en parlera après, mais un des points clés pour moi, ça a été de faire mon budget. Et puis, je cherche un nom. Et là, c'est venu assez vite parce que je voulais le côté communautaire. Moi, j'ai un business très communautaire, on est entre nous. Donc, la nation, moi, c'est ça mon truc, c'était... vous n'êtes pas seul, nous sommes des millions, nous sommes une nation, la Solo Nation. Et après, la Solo Nation, c'est le contrepoint de la Startup Nation. C'est que moi, je trouve que ça sert à rien de créer une startup aujourd'hui. C'est beaucoup d'emmerde pour rien, alors qu'on peut avoir toutes les compétences d'un start-upper, toutes les qualités en étant solo. Donc, grâce à la scalabilité notamment. Donc, c'est comme ça qu'est née l'émission. Ok. Et donc, le nom, une fois qu'il est trouvé, le concept... Ouais. On arrive sur la partie, tu disais juste avant, budget. Très vite, du coup, c'est quoi ? Où est-ce que je vais tourner ? De quelles ressources j'ai besoin ? J'imagine qu'il y a 1 milliard de questions là, quand on en est sur le point où les fondations, c'est plutôt OK. Mais comment on va plus loin, tu vois ? Alors, justement, il y a aussi un autre élément qui est important pour moi. Et ça, faut y penser aussi. C'est pas que l'audience, la thune qu'on va faire et tout. C'est moi aussi, j'avais besoin d'avoir un entourage un peu plus... J'avais besoin, d'avoir un entourage un peu plus avancé que celui que j'avais à Nantes. Donc à Nantes, je suis entourée de potes freelance. Mais moi, je voulais aussi m'entourer de solopreneurs qui faisaient comme moi 300 000, 500 000, 1 million. Donc je me suis dit, cette émission va me permettre de les mettre dans la même pièce et ça sera un peu mon petit mastermind à moi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai dû chercher un endroit pratique pour réunir tous ces solopreneurs qui sont en France et à l'étranger. Donc pour me faciliter la vie, j'ai choisi Paris, même si je suis à Nantes. Et je me suis dit, dans ce cas, je vais trouver un studio parce que moi, je suis à Nantes, je prends le train, je vais pas me trimballer une caméra, je vais pas acheter un truc à Paris pour une seule émission. Donc j'ai choisi l'ambiance studio. Et ça, vraiment, je le recommande en fait parce que avant même de savoir si mon émission va marcher, je vais pas m'acheter une caméra, des micros, faire toute la déco de mon bureau chez moi si je sais pas si ça va marcher. Donc ça a été l'option que j'ai choisie, option studio. Et c'est là que ça coûte. Donc, faut faire un business plan. En fait, les gens n'ont pas l'habitude de faire des business plans pour leurs médias. Mais si créer un podcast audio ou vidéo, ça coûte des sous, ça coûte du temps. Donc, tu regardes en face combien de clients ça va te faire gagner, parce que moi, c'était mon objectif. Mon panier moyen, c'est 1 000 € à peu près. C'est l'année d'abonnement à l'incubateur solopreneur. Là, je crois que je suis à peu près à 3 000 € de frais par épisode, quelque chose comme ça. Donc, si je trouve 3 clients, c'est rentable. Même si on a compris que ça m'apportait aussi bien d'autres choses que juste les euros sonnants et trébuchants. La compagnie de gens qui sont 1000 fois plus avancés que moi, le réseau que je crée et la notoriété aussi que ça m'apporte. Donc voilà, donc là, j'ai fait mon budget. Ok, donc le budget,
D'ailleurs, on vous mettra une ressource dans la prochaine newsletter sur comment est-ce que Flavie a budgétisé tout ça. Ça pourrait, je pense, vous intéresser pour avoir une vue sur tous les tenants et les aboutissants pour lancer un média comme celui-là. Tu veux que je détaille un peu ou pas ou Ouais, on peut détailler, ouais, bien sûr, ouais, carrément. Du coup, moi j'ai mis d'abord, en fait, c'est les grosses briques d'abord, les grosses briques, les trucs. Alors déjà, il faut brainstormer aussi avec ChatGPT. C'est con, mais moi j'ai dit voilà à quoi je dois penser et tout. Donc j'avais la location de studio. Moi j'ai choisi réalisation sur place parce que pareil, je voulais pas. Du coup, je voulais avoir vraiment quelqu'un de pro qui s'occupe de tout. Quand on est 4, c'est un peu compliqué. En plus, c'est pas le truc. Voilà. Moi, j'ai choisi aussi l'option maquillage. On en parlera plus tard, mais franchement, j'avais un énorme problème d'image où en gros, quand tu es en audio, tu es tranquille en pyjama chez toi. Personne voit ta tête, tu peux ne pas être maquillée et tout. Quand tu passes comme ça sous les projecteurs, et tout, tu vois exposé sous toutes les coutures. Tu vois les rides, le machin, le double menton, le truc, ça m'a trop énervée. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, pour que mon expérience soit agréable pour moi et aussi pour mes invités et qu'ils aient plus envie de partager l'émission, d'ailleurs, ça, je pense que ça a énormément aidé, j'ai mis le paquet, donc j'ai pris maquilleur et photo pour avoir des vraies belles photos que les gens puissent partager sur les réseaux sociaux. Donc, studio, maquilleur, photo, aller-retour à Paris. Un petit peu de défraiement, je ne l'ai pas trop fait franchement parce que j'ai dit aux gens c'est une émission autofinancée, mais un petit peu, puis un pot le soir ou inviter les gens à bouffer le midi. Et voilà, comme ça, j'ai calculé pour mon année, divisé par le nombre d'émissions. Et ça m'a fait un peu peur parce que ça faisait un truc genre 60 000 €, quelque chose comme ça. Et j'ai calculé aussi ça parce que je me suis dit, est-ce que je peux trouver des sponsors pour rentabiliser ? Voilà, donc soit des clients, soit des sponsors, mais il faut toujours se mettre dans l'optique que tu dois rentabiliser. Même si tu le fais pour le plaisir, tu essayes quand même d'être rentable. D'ailleurs, ça, c'est l'un de tes messages, d'essayer de trouver des sponsors le plus vite possible, même quand le média n'est pas sorti, enfin, en tout cas, le concept n'est pas sorti, parce que selon la niche dans laquelle on est, ça peut aller assez vite, quoi. Donc, Et là, j'ai utilisé mon expérience de podcasteuse. D'ailleurs, j'avais trouvé un sponsor pour toute la saison, avant que ça soit sorti, exactement comme tu as dit, donc c'était le rêve. Sauf que là où j'ai merdé, c'est que finalement, à la fin, le sponsor m'a dit « Ah ben non, on verra l'année prochaine ». Et j'avais pas de plan B. Donc là, grosse erreur de ma part. Donc j'ai fait zéro. Enfin, j'ai fait quelques petits sponsors, mais j'ai pas eu la foi ensuite de me relancer dans toute la recherche alors que j'avais toutes les missions à préparer. C'est un taf de malade déjà. Donc ne faites pas ça. Essayez d'avoir des plans B. Et carrément d'accord avec toi. On fait son kit média à l'avance. On dit ça va parler de quoi, il y aura qui, etc. En plus, moi j'ai des invités un peu stars, donc ça attire. Et ensuite, on essaye de prospecter avant de commencer à tourner l'émission. Justement, tu parles d'invités un peu stars et de gens potentiellement plus avancé dans la pièce, d'où le côté un peu mastermind aussi, ça c'est hyper intéressant. Comment tu gères justement cette partie casting ? Comment tu leur as vendu le projet ? Parce que là, on part de zéro. Peut-être que pour la saison 2, ça va être plus simple parce que les gens peuvent regarder à quoi ça ressemble, à quelle sauce ils vont être mangés. Comment tu les as convaincus de venir ? Moi, j'ai l'habitude de caster quand même des gens pour mon podcast, mais c'était pas des stars. Donc, moi, j'ai pas trop des connexions avec des trucs de stars et j'aime pas trop le star system. Donc, je me suis juste fait une liste déjà de tous les business models, de toutes les personnes potentielles. Donc, ça, c'est la partie sourcing. Ça, c'est le plus important. Et après, c'est comme en sales. En fait, t'envoies des messages. Il y en a qui répondront jamais. Il y en a qui vont dire non. Et puis, il y en a qui vont te dire oui. C'est un jeu de nombres. Si t'en contactes 50, t'en auras 10. Si t'en contactes 1, t'en auras 0. Donc, il y a ça. Et après, le deuxième conseil, c'est what's in it for me, c'est-à-dire, j'ai toujours essayé de chercher l'angle un petit peu, même si je suis plus petite qu'eux en audience. Par exemple, il y a des gens, ils ont 150 000 followers sur Instagram. Mais ils avaient 0 sur LinkedIn. Donc, moi, je leur disais, tu vois, ce qui peut être cool, c'est que, par exemple, moi, je publierai les interviews de toi à mes 30 000 abonnés sur LinkedIn. Et ça intéresse quelqu'un, même s'il est 10 fois plus gros que moi sur Insta. Ou encore, un podcasteur hyper connu, bien plus que moi, qui fait des millions d'écoutes, à qui je vais dire, tu n'as pas encore de chaîne YouTube, donc participer à l'aventure, ça va t'aider aussi à te lancer sur YouTube. Donc grâce à ça, et grâce au fait que les gens sont formidables, bien sûr, parce que si ça avait été des connards, ils n'auraient pas été dans l'émission, ça m'a fait naturellement un casting au top. Tu vois, le petit côté, même quand t'es David contre Goliath, David, il a toujours un petit truc que Goliath n'a pas, justement. Et donc l'embarquer avec toi sur un projet, il faut vraiment que les gens aient le même objectif que toi, et ça aide. Ouais, donc ça parle de oser, même si on pense que c'est inaccessible, tel ou tel invité. En fait, oser, je me suis pris des grosses bâches aussi, parce que du coup, j'ai une copine complètement folle qui m'a dit « Mais non, mais faut que tu contactes Mike Horn et tout. » Et d'autres gens comme ça. Donc, j'ai contacté Mike Horn et c'était mignon. Sa secrétaire m'a dit « Mike est très occupé sur d'autres expéditions. » Mais évidemment que j'avais 0 chance de l'avoir. Mais tu vois, ça m'a fait du bien. Je me suis dit « Bon, je suis pas morte. » Donc, j'ai contacté des sportifs, des stars un peu.
Et puis après, quand j'ai vu qu'ils me demandaient de l'argent ou que c'était un autre délire, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas ma niche. Mais voilà, ça fait du bien de se rendre compte qu'on peut se faire refuser, que c'est pas grave, qu'il y a aussi des gens qui ont dit oui tout de suite. Enfin voilà, faut pas le prendre personnellement et il faut se mettre, faut juste contacter plus de personnes que ce que tu as besoin en fait pour ton casting. Et pour toi d'ailleurs, c'est quoi un bon casting quand on a envie en tout cas de lancer une émission comme ça où on est en mode bande autour de la table, parce qu'il y a peut-être des profils avec qui ça match peut-être pas très bien, quoi. Après, je pense que chacun sa personnalité. Moi, si déjà ça match pas dans la vraie vie, je vais pas le prendre dans mon émission, parce que pour un épisode ponctuel, tu t'en fous. Mais si c'est toutes les semaines, tous les mois, moi, je veux aussi que mon business il soit agréable à vivre, tu vois. Donc, j'aimerais bien que ça soit des gens avec qui je suis capable de partir en mastermind, justement. Et après, les punchlines, quand même. Donc, on est sur un univers de l'économie de l'attention. Si la personne, elle est brillante, mais elle a un charisme d'huître, elle n'arrive pas à expliciter une idée en moins de 20 secondes, je veux dire, désolé, c'est pas possible. Faut être un peu entraîné. Donc, soit des gens qui ont déjà l'habitude de parler, soit juste des gens qui ont de la gouaille un peu, qui ont un peu du chien, tu vois, qui sont vulgaires ou qui sont rigolos ou qui sont au contraire très vulnérables. Et après, tu composes un casting vraiment comme dans Koh-Lanta, tu vois. Tu prends une grande gueule, un vulnérable, un machin. Moi, j'ai pris plusieurs business models différents, des gens hyper forts sur Twitch, d'autres hyper forts sur Twitter. Et grâce à ça, les gens s'attachent aussi parce qu'ils vont se reconnaître plus ou moins dans un personnage parmi on est une douzaine en fait de co-animateurs. Voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de penser le truc. Ok, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent j'aimerais bien avoir des invités, mais comment les, tu vois. Et après, il faut qu'ils soient dispo. Donc là, après aussi, j'ai quand même pas été trop vénère sur les conditions pour participer parce que c'était des gens un peu plus connus que moi, mais je leur ai quand même dit, en gros, ton engagement, c'est de faire 2 tournages de 2 jours dans l'année. Voilà. Donc, tu choisiras. Et après, j'ai un peu fait comme j'ai pu, parce que des fois, il y avait que 3 personnes. Et là, j'ai complété aussi avec des special guests. Donc, en gros, en fonction des thèmes du moment, s'il y a un thème spécifique, j'invite un expert local. Et ça m'a aidé à boucher les trous aussi. Enfin, c'est pas très sympa pour eux, mais des fois, j'ai pris un expert parce qu'aussi, ça m'amène une nouvelle audience, tu vois. Il faut être un peu souple aussi. Ça va jamais se passer comme prévu. Il y a un mec qui va rater un train. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'annules pas toute ton émission. Tu as payé 2 000 € pour tout le setup pour 2 jours. Et comment si on rentre un petit peu plus, tu vois, dans les quelques jours avant ton premier tournage, par exemple, comment tu as travaillé pour structurer, tu vois, une trame d'épisode, parce que avoir le concept, c'est une chose, mais pour rentrer un petit peu plus dans le détail et avoir quand même quelque chose de construit, de se dire, bon, voilà, je sais comment je vais démarrer, quelles sont les rubriques et tout. Est-ce que tu peux nous révéler un peu les coulisses de ce temps-là ? Alors moi, je me suis fait accompagner. Donc j'avais ce stratégiste YouTube qui m'a montré le principe de combo. Donc ça, c'est très important quand tu vas sur YouTube. C'est pas le podcasteur, en fait, réfléchit pas comme ça. Il se dit, j'ai un podcast, je le fais connaître et après, tous les épisodes, vite fait, tu essayes de faire un titre un peu SEO, mais on fait confiance à la base au podcast. On connaît le podcast, on est abonné. Donc tout ce que fait Mathieu Stéphanie, on écoute parce que c'est lui et c'est les générations do it yourself. Sur YouTube, c'est pas du tout pareil. C'est une distribution par vidéo. Chaque vidéo est distribuée comme un produit dans une gondole. Donc, il faut que les gens achètent ce produit-là. Donc, chaque épisode, tu dois trouver un angle, c'est-à-dire une façon de voir les choses, avec un titre et une miniature qui sont la plus attractive de la gondole. Si tu tapes solopreneur, tu vas avoir plein de trucs. Il faut que celle-là, elle attire l'œil et que l'idée soit originale, soit pas Captain Obvious. Donc, grâce à ce travail avec ce YouTube stratégiste, j'avais un peu compris ça. Donc, à l'avance, bien longtemps à l'avance, sur limite mes 25 émissions de l'année que j'avais décidé, j'essaye de trouver 25 thématiques, 25 angles suffisamment attractifs pour chaque épisode. Et après, une fois que je l'ai, là, je vois qui j'ai de dispo, qui je mets sur l'émission, parce qu'en fonction des profils, ils n'ont pas tous le même centre d'intérêt. Et ensuite, j'ai créé un rubricage, un peu, là, on va dire, comme une émission de télé, avec genre des rubriques un peu sympas. Le SAV des solos, c'est les questions du public. Qui veut du CA, c'est à chaque fois, je demande à mes invités de trouver une idée de business, là, comme ça, qui va marcher direct dans l'année. Donc voilà, ça, c'est les petits gimmicks, c'est les trucs reconnaissables. Et le corps du truc, je le fais en fonction de ce que les invités vont me dire. Je leur dis, voilà, le thème de l'émission, ça va être, par exemple, faut-il changer d'amis pour réussir ? Ça, c'est une émission que j'ai hâte de sortir. Je leur dis, ça t'inspire quoi ? Voilà, ils me donnent 2-3 idées. Et là, je fais un peu un déroulé type.
Et c'est à partir de là que j'organise mon émission. Donc, je fais tout sur Notion. J'ai aussi des agents IA qui m'aident. Ils ont mon ton, ma voix, mon angle, etc. Et donc, ils m'aident à trouver des idées de jeux, de transition, de choses comme ça. Et après, j'envoie la trame aux invités un peu avant. Comme ça, ils savent à peu près de quoi on va parler. Mais il y a aussi beaucoup de spontanéité, quoi. Oui, d'ailleurs, pour avoir accès au Notion, je vois les parties où c'est marqué surtout ne pas cliquer, parce que sinon, tu vas foutre en l'air mon jeu, quoi. C'est ça. Ouais, je leur fais des petits jeux aussi. Alors, c'est pareil. Ouais. Quand tu es podcasteur audio, j'ai aussi beaucoup réfléchi à qu'est-ce que je vais garder en audio et qu'est-ce que je vais garder en vidéo. Et donc, qu'est-ce que je rajoute ? Parce que si quelqu'un écoute Solo Nation sur Spotify, il faut qu'il y ait des moments où ils se disent « Ah merde, là, je rate quelque chose ». Donc moi, j'ai rajouté un jeu visuel avec des petits drapeaux parce que c'est un peu la nation pirate aussi, les solopreneurs. Donc, il y a ce gimmick du bateau pirate, du drapeau. Et donc, il y a des jeux où les invités lèvent leur drapeau. Et donc ça, tu as conscience quand tu écoutes l'audio que tu rates un truc. Et donc, ça invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et donc à découvrir une nouvelle offre. Et donc, j'ai revu aussi ma ligne édito, podcast audio, podcast vidéo. Donc, j'ai gardé mes audios, mais j'ai ajouté ce format vidéo. Et puis, j'ai aussi ajouté un troisième format, du coup, les vidéos solo, que là, je fais en mode très minimaliste, chez moi, un peu genre vidéo moche. Mais ça marche aussi très bien. Donc ça, c'est aussi peut-être le message que je voulais dire. Tu n'as pas du tout besoin de mettre 3 000 € par épisode pour te lancer sur YouTube. Moi, c'est le format que j'ai choisi pour toutes les raisons logistiques qui font que c'est plus sympa de se réunir tant qu'à faire. Mais finalement, mes vidéos moches, elles me coûtent 100 € ou 150 € par émission. Et elles sont bien combinées à cette émission-là parce qu'en fait, elles m'aident à vendre aussi. Et donc, j'ai de l'audience grâce à Solo Nation qui finalement découvre mon univers grâce à mes solos. Et les deux formats se répondent bien en fait d'un point de vue business. Oui, on est vraiment dans un écosystème en fait de contenu qui effectivement se répondent l'un et l'autre. Ok, trop bien. Donc une fois qu'on a, si on reprend un peu le fil là je mets en place mon format sur YouTube. Donc on a effectivement le concept, les invités, j'arrive à me préparer, le rubricage, tout ça. Ça me prend, je précise. Ouais, très intéressant ça. Franchement, ça me prend, je pense, presque 3 jours par émission. Ok. De préparation, de script et tout. Beaucoup plus. En fait, je trouve que l'audio, ça prend moins de temps à préparer. Alors que dans YouTube, il y a vraiment scripté certaines parties. Par exemple, l'intro. Si tu veux pas que les gens décrochent de la vidéo tout de suite, il faut scripter. Tu vois ? Et c'est un peu plus demandeur. Donc, on va dire, allez, 2 jours par émission, maintenant que je suis bien rodée. Mais 2 jours, c'est beaucoup. Ouais. Par rapport à avant, où genre, je regardais 5 minutes avant de lancer sur Riverside, c'est quoi les questions que je vais poser à l'invité, et go. Tu vois, je mettais peut-être 2 heures à faire un podcast audio. Là, je mets 2 jours à faire un podcast vidéo. Mais c'est important qu'on dise aussi ces chiffres-là, parce que faut pas prendre ça à la légère, quoi. Voilà. Alors, par contre, mes vidéos moches, je mets le même temps. Enfin, allez, je mets peut-être une demi-journée pour faire un script et un tournage d'un épisode solo YouTube. Ouais, parfois, t'en vois même un peu plus. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, en gros, je vais faire sur une demi-journée, je vais faire 1 ou 2 scripts. Ouais. Et puis sur une demi-journée de tournage, moi, j'arrive pas à faire plus, quoi. En gros, là, j'en fais 2 ou 3 que je vais dire face caméra. Donc, on va dire une demi-journée par épisode. Ok, ouais. On revient sur Solo Nation. Le jour du tournage, c'est quoi tes conseils déjà aussi peut-être avant, tu vois, pour arriver frais, parce que en plus tu as choisi de mutualiser, enfin en tout cas d'optimiser les tournages, c'est-à-dire que tu loues pas le studio pour une seule émission, bien évidemment, t'en enchaînes 4 à chaque fois. C'est quoi tes conseils et toi, ça a été quoi presque ta routine pour arriver à Paris en pleine forme ça m'intéresse de savoir moi, j'aime bien le côté Paris, parce que du coup, je suis pas chez moi. Et donc, en fait, j'ai des enfants jeunes, donc j'ai pas mes enfants à m'occuper, je vais pas devoir les déposer à l'école en stressant avant, tu vois, donc c'est bête, hein. Mais même si c'est stressant, l'émission, je suis un peu plus en mode mamie, je vais pouvoir boire ma petite tisane, tu vois, j'arrive la veille ou le matin. Je commence l'après-midi, je fais 2 épisodes l'après-midi et 2 épisodes le lendemain matin. D'accord. Comme ça me laisse aussi le soir pour voir les invités, pour qu'on aille bouffer ensemble. Pour moi, il y a un côté vraiment crew qui est important. Je pourrais faire les 4 dans la même journée, mais on enlèverait le côté croustillant, justement, de se voir le soir. Et souvent, les épisodes du lendemain, ils sont bien parce que on a rigolé ensemble la veille, on s'est dit des trucs. Donc, tu vois, ça contribue. J'ai cet effet de crew à maintenir. Voilà, donc les conseils, être bien reposé, bien sûr, bien préparé à l'avance et pas non plus surpréparé la veille ou l'avant-veille, parce que c'est bien que ça repose un peu comme une pâte à crêpes, tu vois, ton truc, voilà. Avoir ces trucs scriptés, être à l'aise, donc vraiment avoir vraiment un outfit, un truc dans lequel tu es vraiment à l'aise. Tu vois, moi, je me prends pas trop la tête vestimentairement parlant. Après, j'ai mon petit gimmick, j'ai ma casquette violette du board. Et voilà, et prendre un peu le temps avant les invités, quoi. Au moins de boire un café, de discuter et tout. Ne pas être trop focus que sur son script
pour que justement il y ait cette connexion. Si on est en vidéo, on est dans le même studio, en plus c'est quand même hyper important. Là, on est allé déjeuner ensemble avant et je pense que ça se ressent dans le premier jet. Il y a des potes podcasteurs qui me disent, voilà, la première demi-heure de l'émission, je la jette à la poubelle. Tu vois, en fait, il faut avoir conscience que l'émission, elle s'installe, machin. Au début, c'est un peu poussif. Et donc, idéalement, si dans votre déroulé, vous pouvez faire ça, vaut mieux faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, d'abord, tu parles, tu racontes d'autres trucs. Tu mets peut-être ta rubrique qui est moins fondamentale au début. Et après, quand ça part bien dans le dur, là, ça peut être bien de relancer et de garder cette partie-là, le jus un petit peu plus, la sève un peu de l'émission. Et puis laisser la place, j'imagine, à de l'improvisation par rapport à ce qu'on avait prévu. Tu dirais que c'est quoi, toi, le pourcentage entre ce qui est préparé et ce qui se passe réellement pendant les tournages ? Moi, je suis madame bullet point. J'aime pas les trucs trop écrits parce que ça enferme. Donc moi, je suis très à l'aise dans une improvisation cadrée. Donc, par exemple, j'ai mes débats, ils ont 3 points. Je sais les 3 grands points. Et puis après, j'essaye de faire rebondir les gens. Mais c'est mon mode. Tu vois, quelqu'un va être peut-être beaucoup plus introverti, etc., va choisir un mode très scripté avec un prompteur. Et ça marche aussi, en fait. Il faut juste choisir le style d'émission vidéo que vous aimez faire. Par contre, c'est vrai que si tu fais un débat, entre potes, en plus, ambiance cool, tu peux pas être hyper scripté et dire aux gens, attends, t'as pas dit à la virgule près ce qu'on avait dit que tu dirais. Ça, c'est impossible. Donc, moi, ce format me convient bien et convient bien au concept de l'émission. Ok. Ouais, et puis j'imagine qu'avec la vue, là, on arrive quasiment presque sur la fin de la première saison. Enfin, t'as du recul maintenant. Ok. T'as des souvenirs, là, un peu des highlights d'émissions où tu t'es dit, purée, là, ce qu'on est en train de faire, c'est costaud, quoi. Ouais, bah, tout le temps. Moi, ça, j'aime bien parce que du coup, c'est le petit côté surprise des invités aussi. C'est parce qu'ils te disent dans les grandes lignes ce qu'ils vont dire, mais ça sort pas toujours exactement comme c'était prévu. Donc, parfois, c'est mieux. Parfois, c'est d'autres idées. Alors, c'est surprenant, ils disent pas les trucs qu'ils avaient dit qu'ils diraient. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, c'est cool. Ce que j'aime bien, c'est quand on voit quand ça commence à discuter entre les gens. Donc là, c'est vraiment la magie du talk show. C'est que tu sais que quand c'est pas toi qui parles tout le temps, c'est bon signe. Et voilà, des éclats de rire. En fait, moi aussi, mon indicateur, c'est vraiment... J'essaie d'être la même personne que je suis à l'extérieur que face à la caméra. C'est-à-dire que moi, sincèrement, leur truc m'intéresse, leur retour d'expérience. Donc quand je vais dire à, je sais pas moi, Adrien, qui est un ancien pâtissier qui s'est lancé dans le business en ligne, maintenant il fait 50 000 € par mois, je vais lui dire, non mais comment tu fais en fait ? Tu fais des masterclass, tu signes 10 clients tous les dimanches soirs. Non mais comment tu fais ? Ça m'intéresse sincèrement. Donc je lui demande comme si on se croisait à... je sais pas où là, et dans un café, et donc tu vois, c'est ça aussi. Ça, c'est mon marqueur. Si moi ça m'intéresse, si j'ai de la bonne cam et que je ressors avec des idées pour mon propre business, c'est sûr que les gens qui vont écouter aussi. Ouais, ça se ressent, hein. Moi qui suis sur tous les montages, parfois je me dis, purée, cette partie-là, elle est vraiment trop bien. Il faudrait vraiment tout garder. D'ailleurs, des petits secrets, on jette pas grand-chose, hein, en vrai. Hein. Enfin, on va en parler de tout ce qui se passe après, tu vois, quand t'as fait les tournages. Mais c'est vrai que c'est cool, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui est jeté dans les émissions, ce qui est quand même aussi un bon indicateur du bon format, quoi. Et ça, je pense qu'il faut le dire aussi, si vous êtes un peu serré budgétairement, il faut y penser, en fait, pour le montage. Typiquement, je parlais de Mathieu Stéphanie, c'est bête, hein, mais lui, il fait des podcasts uncut. Donc, c'est un énorme avantage pour le montage. Parce que si vous faites un podcast audio où vous enregistrez 2 heures et vous gardez 15 minutes, c'est une catastrophe pour votre rentabilité de monteur. Et pareil, moi, quand j'ai fait des grosses séries de vidéos short sur les histoires des solopreneurs, là, je les avais écrites et je les avais dites face cam avec un prompteur parce que pour toi, ça a été beaucoup plus rapide en montage, donc ça m'a coûté 4 fois moins cher. Donc voilà, moi, je pense le côté vivant, imparfait, avec des des A, des gens qui se parlent l'un sur les autres. C'est bien, en fait, parce qu'aussi, par rapport à des trucs très prémâchés par l'IA et tout, je pense que c'est plus dans l'air du temps. Donc, l'entertainment, le côté imparfait, l'authenticité, les lives aussi. Parce que ce format-là, moi, je pourrais très bien le faire en live. Ça marcherait bien. Donc, écoute, je pense que je vais même raccourcir un peu la durée et presque tout garder, quoi, pour ce côté, justement, spontané. Ouais, carrément. Moi, je le vois bien dans le process de montage, effectivement. Ouais, c'est trop cool. Enfin, on cut juste les pauses. Oui, non, mais c'est ça, les choses. Machin qui veut boire, enfin, tu vois, voilà. Ou quand vraiment un épisode est trop long, parce qu'il y a beaucoup de contenu à l'intérieur et qu'on se dit, ok, cette petite séquence-là, peut-être qu'on peut l'enlever, mais c'est vraiment à la marge. Ok, donc là, on a une bonne vue sur ce qui se passe du coup le jour du tournage. Moi, j'ai envie qu'on s'intéresse maintenant à l'après, tu vois, parce que ça, c'est quand même une sacrée orga. Ouais. Comment t'as structuré les choses ? Tu t'es dit, du coup, il me faut quoi ? Il me faut un monteur, ou une monteuse. Oui. J'ai besoin aussi de quelqu'un pour la partie distribution, gérer tous les contenus, les shorts. Ça, je pense que les gens sous-estiment
Je pense cette partie-là qui est peut-être même plus dure encore que de tourner. Ça, pour moi, c'est l'énorme piège du podcasteur ou de la personne qui crée un média en général. C'est penser que une fois qu'on a fait le truc, le podcast, on l'a enregistré, c'est bon, c'est fait. Pas du tout. Donc, l'équation qu'on s'échange entre podcasteurs aguerris, c'est la suivante. 1 heure de production, 2 heures de promotion, 3 heures de monétisation. Ce qui veut dire que si là, on fait un épisode d'1 heure, tu vas passer ensuite 2 heures à promouvoir cet épisode sur les réseaux sociaux pour que les gens l'écoutent, te découvrent, etc., fassent appel à tes services de vidéaste. Puis, tu devrais passer 3 heures à chercher un sponsor pour financer ta production. Et ça ne prend même pas en compte la post-production, donc le montage et tout. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut faire attention, il faut anticiper que la production, c'est pas la plus grosse partie. La plus grosse partie, c'est diffuser son podcast sur les plateformes et en parler. Et donc là, il y a faire des shorts, faire des posts sur les réseaux sociaux. Moi, je fais une newsletter. Je diffuse sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. Donc, c'est énorme. Et là, peut-être le choix aussi que je veux conseiller aux podcasteurs, c'est concentrez-vous sur la pré-prod, c'est-à-dire trouver les bons invités, trouver les bonnes idées et être bon. Parce qu'un bon podcast, c'est assez rare finalement. Et déléguer la post-prod. Parce qu'en post-prod, je suis désolée, mais il n'y a que des métiers où finalement ça ne coûte pas très cher de déléguer alors que c'est très chiant à faire soi-même. Montage, horrible. Publication sur les réseaux sociaux, horrible. Et moi, j'ai aussi mis des agents IA pour m'aider. Donc, par exemple, maintenant, je prends un transcript de Solo Nation. Ça part dans tous mes agents IA. Laetitia, qui est podcast manager, va le programmer sur tous les réseaux sociaux. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est dérochage, montage, sous-titrage, machin, on n'a rien à faire. Et vous échangez sur WhatsApp quand c'est prêt. Et donc, vaut mieux l'anticiper, le mettre dans le budget et essayer de trouver un sponsor plus gros pour payer ça que de se galérer à faire ça tout le temps. De toute façon, c'est simple, si tu fais ça, tu as le temps de rien faire d'autre. Tu peux pas avoir un business qui tourne à côté. Moi, pour vivre, c'est quand même pas mon podcast qui me fait vivre. Ça me permet de trouver des clients, mais derrière, j'ai un business à faire tourner. Donc, voilà, j'ai choisi ça et ça me coûte, on va dire, peut-être 2 000 - 3 000 euros par mois d'avoir toute cette équipe de post-production. Mais par contre, du coup, mon podcast, là où avant, je le publiais et j'en parlais une fois sur LinkedIn. Là, j'ai genre 50 posts par semaine sur les réseaux sociaux, des carousels, des machins, qui te fait découvrir le board, Solo Nation. Et chaque client découvert, il va rester avec moi pendant 5, 6 ans, 10 ans. Donc, en fait, c'est un investissement que je vais rentabiliser pendant des années. C'est mon coût d'acquisition, en fait. C'est ça, exactement. C'est le coût d'acquisition. Et pour être effectivement à l'intérieur du réacteur, c'est vraiment effectivement une orga. Je pense qu'il y a vraiment ce conseil aussi de s'entourer avec des gens qui sont fiables, enfin qui en tout cas, où tu n'es pas non plus sans arrêt à devoir regarder ce que c'est pas, et tu peux pas non plus tout checker, le moindre truc, sinon c'est pas possible, tu vois. Enfin, si tu te retrouves finalement à faire le même boulot... Tu le fais au début. Au début, tu regardes au poil de cheveux près chaque épisode pour être sûr que c'est tes standards. Après, tu donnes les standards aux personnes à qui tu délègues. Mais grâce à ça, du coup, je passe pas ma vie à faire des montages ou quoi. Et donc, ça devient raisonnable. Je passe 2 jours par mois à faire Solo Nation. Et le reste, j'ai du temps. Tu vois, en fait, dit comme ça, c'est raisonnable pour un truc aussi... parce que je sais que derrière, vous charbonnez avec tout un tas de personnes spécialisées. Et il faut aussi des gens spécialisés. C'est-à-dire que tu prends pas un alternant, j'ai rien contre, mais à qui tu donnes tout. Vaut mieux saucissonner le truc par petits bouts. Avec nous, on a quelqu'un qui fait les teasers, on a une graphiste qui m'a fait la direction artistique. Enfin, c'est hyper beau. Et c'est mieux fait que si c'est moi qui l'avais fait, par exemple. Donc voilà, chaque expert a son rôle et aide à rendre l'émission encore plus stylée, quoi. Ouais, c'est vrai, ça dépend après, comme on disait tout à l'heure, où on met le curseur. Mais effectivement, moi, c'est le même conseil que j'ai, finalement, et aller chercher des experts dans chaque domaine, au final. Et en parlant de curseur, j'ai pas du tout commencé comme ça. Moi, ça fait 5 ans que je suis podcasteuse. Donc, j'ai fait 5 ans de mon logo moi-même sur Canva, ma cover immonde sur Canva, avec ma tête, Et à chaque étape, dès que je passais des caps, dès que j'avais 1000 écoutes, un sponsor, un machin, dès que j'avais un petit peu des caps comme ça qui me rassuraient, qui disaient « ton podcast fonctionne, faut réinvestir », là, je remettais au pot. Mais j'ai pas mis 60 000 balles dès le début. Au début, je faisais tout, je faisais mes montages audio, tout. Et petit à petit, j'ai habillé la mariée, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est pas 0 ou 1, c'est... On y va progressivement. Au début, c'est normal de mettre que 500 € par mois dans son podcast. Et après, on augmente si et seulement si on voit que ça fait un ROI derrière. Justement, tu parles de ROI, Flavie, ça m'intéresse d'avoir un peu des insights sur
On est quasiment, je le disais tout à l'heure, à la fin de la saison 1. Enfin, il reste encore quelques épisodes. C'est quoi un peu les retombées de tout ça ? On en est où, tu vois, en termes d'écoute ? Est-ce que tu t'étais fixé déjà aussi un nombre d'écoutes ? Est-ce qu'il faut faire ça ? Alors oui, il faut faire. Après, il faut aussi accepter que ce ne soit pas forcément ce que vous avez imaginé. Donc moi, pour te donner un peu la meuf complètement tarée, moi, j'avais vu qu'il y avait 100 permissions. Mais bon, c'est une émission impossible à rivaliser, qui faisait genre 400 000 écoutes par émission. Ouais. En fait, j'ai fait un petit benchmark de mes concurrents, du pire au mieux, du machin, et je me suis dit, bon, raisonnablement, avec ce format-là, la première année, je peux faire 4000 vues par émission, à peu près. En vrai, j'y suis pas encore, mais ma top du top, elle a fait genre 3800. J'en ai 2 émissions qui vont bientôt avoir les 4000 vues, mais les autres, elles sont plus autour de 2000. Donc là, première déception. Je me dis, merde, qu'est-ce que je fais pas bien ? Après, je me dis, bon, calme-toi. Ça va continuer à monter parce que plus on lance d'émissions, plus les gens vont binger. N'oubliez pas ça, c'est les Américains, ils appellent ça la binge bank. C'est-à-dire que quand tu découvres un créateur que tu connaissais pas, tu te dis waouh, c'est un truc de ouf. Et là, tu vas binger toutes ces vidéos. Donc, par exemple, j'ai hâte de voir là, après cette émission. Il y a peut-être des gens qui vont me découvrir. Et là, forcément, Solo Nation, si tu en kiffes un, tu vas tous les kiffer. Tu vas en écouter 20 et tu vas être trop content. Donc, ça va continuer. Après, il y a l'audio aussi. Je le publie aussi en audio. Donc, en audio, je vais dire, j'ai peut-être 800 écoutes. Donc, j'avais calculé en moyenne que je faisais à peu près 3000 sur les 4000 escomptés. C'est 75% de l'objectif. C'est quand même loin d'être dégueulasse, tu vois. Donc, c'est à peu près l'objectif. Donc voilà, première satisfaction, on va dire. Après, moi, j'ai tendance aussi à me fixer des objectifs hauts. Et il y a aussi tous les trucs tacites, tu vois, par exemple, les liens que j'ai créés avec des solopreneurs bien plus avancés que moi, qui m'ont invité à un mastermind, qui m'ont donné une idée, qui m'a fait gagner de l'argent, la crédibilité aussi, ça se mesure comment, la crédibilité ? Voilà, tout ça. Et sponsor, c'est pareil, je m'y suis mal prise, mais maintenant, j'ai mieux compris comment trouver des sponsors, comment faire pour les prochains, etc. Donc, tu vois, voilà, je pense pour la saison 2, j'ai de quoi améliorer. Et truc de fou, donc le truc le plus flagrant, c'est la puissance, la rapidité de croissance de YouTube par rapport au podcast. Le podcast, c'est très linéaire parce que c'est pas algorithmique. Tu peux rarement faire découvrir ton podcast si c'est pas une personne humaine qui dit « Ah tiens, Cyril, regarde, j'écoute ces podcasts, là, le board, c'est incroyable ». Alors que YouTube, c'est algorithmique. Et là, j'ai vu tout de suite qu'en gros, j'ai lancé mon émission en février. Là, on est en novembre. J'ai déjà totalisé 700 000 vues quand je compte les émissions et les shorts qu'on a fait sur l'émission et mes émissions solo, mais ça, c'est vraiment minoritaire. 700 000 vues, sachant que depuis 5 ans que j'ai lancé le podcast audio, j'ai 800 000 écoutes. Donc ça m'a fait tilt. Je me suis dit, putain, en un an, j'ai le même nombre de vues que le nombre d'écoutes en 5 ans. Donc là, je me suis dit, le podcast audio only, c'est dead. Il faut faire de la vidéo en plus. Ça n'a pas pénalisé en plus mon podcast audio. Donc là, je me suis dit, c'est incroyable. En un an, je fais ce que j'ai fait en 5 ans sur le podcast. Donc là, il faut que je mette les bouchées doubles. Et donc là, concrètement, ça m'a même encouragée à me dire, OK, l'année prochaine, c'est pas une toutes les 2 semaines que je vais faire, c'est une émission par semaine pour vraiment installer le truc. Et là, je pense que les vues et tout ce qui va avec vont suivre encore plus. Ouais, là, c'est bon, la fusée d'école. Voilà. On a mis les réacteurs, hein, let's go, on y va, quoi. Donc voilà, des fois, tu te désoles sur des petits trucs, tu dis, ça marche pas aussi bien que j'aurais voulu. Puis à la fin, tu regardes en linéaire en 10 mois. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, le chemin parcouru est pas mal. Et surtout, j'ai reçu des DM de gens, et ça, c'était incroyable, sur LinkedIn ou autre, qui me disent « Je te découvre grâce à YouTube ». Et j'en ai reçu plein, et à chaque fois, le profil, c'était dans le mille, c'était CTO, développeur, enfin, exactement le persona de rêve que je m'étais dit que je trouverais sur YouTube. Donc là, c'est double confirmation, parce que ces personnes-là, je pense qu'on fera du business ensemble, tu vois. Je n'ai pas la certitude encore, je ne peux pas te dire s'ils ont vraiment acheté mon produit grâce à l'émission, parce que je n'avais pas mis de lien traqué. Mais c'est sûr que si j'ai reçu des petits signaux comme ça, faut faire attention aussi aux petits signaux qui montrent qu'il y a une traction. Donc voilà. Signaux énormes, même presque. Moi, je trouve que c'est ce que je... Enfin, comment dire, quand je commence, tu vois, une collab avec un client... Ok, alors, je trouve que ça va. Les gens commencent à comprendre qu'il n'y a pas un retour sur investissement direct avec un outil comme la vidéo, même si ça peut aider. Mais ça, moi, ce genre de signaux dont tu parles, pour moi, c'est pépite. Tu vois, quand la personne reçoit ça, ça veut dire qu'on a bien fait le boulot. Tu vois, tu pourrais avoir 1 million d'écoutes, mais si jamais tu reçois ce genre de message, c'est que, ok, oui, il y a beaucoup d'écoutes, mais est-ce que c'est, enfin, de beaucoup de vues, mais est-ce que c'est les bonnes personnes qui regardent donc, ça, c'est très puissant parce que je me rappelle, tu sais comment j'ai trouvé l'idée de l'incubateur solopreneur, c'est qu'à l'époque, quelqu'un m'avait envoyé un message privé sur LinkedIn pour me dire c'est trop bien ton podcast, est-ce que tu peux m'envoyer le lien de ta formation ? Et je n'en avais pas.
Et donc, je me dis, putain, si quelqu'un me le demande, c'est peut-être qu'il y a 50 autres personnes qui n'ont pas osé me le demander. Donc, je l'ai créé et maintenant, ce produit me rapporte 300 000 € par an. Donc, voilà, moi, je fais attention aux signaux faibles. Et après, le dernier petit truc, je ne sais pas si j'ai les chiffres, mais je voulais te dire aussi, tu sais, j'ai mis des lead magnets à chaque épisode. C'est-à-dire que j'ai dit, à chaque émission, on vous offre la checklist avec tel truc. Donc, les gens vont sur une page où ils peuvent mettre leur email. Et ça, j'en ai capturé. Je vais dire à peu près 300, 400 dans l'année, quelque chose comme ça. Des leads. Donc là, je vais pouvoir leur écrire par mail. C'est pas des entités fictives qui se baladent sur YouTube et que je peux pas capturer. Et ça, ça a de la valeur. Hein. Il y en a qui font des pubs, qui payent sur Meta pour avoir ces leads. Donc tu vois, et encore, je l'ai pas fait agressivement. T'es d'accord? Des fois, j'oublie dans l'émission. Ah oui, au fait, au bout d'une heure, machin. Mais quand même, ça a marché. Donc sur toutes mes vidéos, j'essaye de faire un lead magnet en disant, si ça vous a plu, au fait, tiens, je vous ai mis une petite ressource gratos. Il y a ça à télécharger, allez-y. Et ça me capture aussi des trucs très précieux pour un business, c'est des contacts email. Hyper intéressant, je trouve, de voir concrètement, en fait, tu vois, ce que ça peut rapporter. Ok, trop bien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour là sur tout le process, la méthodo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires à Flavie, parce qu'elle pourra vous répondre si vous avez envie de continuer la discussion ou poser des questions que je n'aurais pas forcément posées. Tu as peut-être quelque chose à rajouter sur cette partie-là, Flavie, ou c'est good pour toi? Non, écoute, après, comme d'hab, posez des questions à votre audience aussi. Tu vois, là ça va être le moment du bilan. Je pense que je vais pouvoir dire aussi, voilà, je fais un épisode bilan. Tous ceux qui regardent, si vous pouvez me dire ce qui est bien, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut couper. S'ils disent le monteur, je suis dans la merde. Non, mais ils te voient pas. Toi, mais tu vois, c'est un peu le petit moment humilité, mais il faut toujours le faire. Et puis moi, mon angle, c'est aussi, dites-moi, c'est quoi les sujets qui vous intéressent pour la prochaine fois, quoi. Et tu vois un peu ce que les gens te répondent, et ça te donne des idées, et ça te donne un élan aussi pour améliorer dans la saison prochaine. Ça, je suis totalement aligné. C'est parfois plus efficace que ChatGPT, qui peut effectivement vous filer des idées si vous séchez un peu sur les thématiques à aborder. Mais en vrai, non, moi, il me donne que des idées, ça va pas ces idées. C'est pas assez. De ce que... Il est bien pour me roaster, tu vois. Ouais, je veux dire, ça. Je prends cet angle, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que j'oublie? C'est quoi mes angles morts? les angles morts? Mais franchement, pour des idées originales, il y en a une sur 1000 que je trouve vraiment à laquelle j'avais pas déjà pensé avant. Ok. Bon, très bien. Merci pour cette partie ultra complète. Je vous avais dit, hein, on essaye vraiment de creuser au maximum sur comment est-ce que Flavie a lancé cette nouvelle émission sur YouTube. Et pour avoir, encore une fois, assisté à tout ça dans les coulisses, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'on peut être fier du boulot qu'on fait. On va continuer. Merci pour ton soutien. Non, mais c'est vrai, hein, parce que c'est en montage, tu sais, parfois, tu montes des choses... c'est pas toujours hyper stimulant, et là en vrai c'est un vrai plaisir à monter, donc en vrai tu vois, trop cool. Je te propose maintenant, Flavie, qu'on bascule sur une partie un petit peu plus mindset, un petit peu plus ressenti par rapport à toute cette période que tu as vécue. Donc c'est un peu la partie j'ai peur, tu vois, de j'y vais mais j'ai peur. Là on a compris que t'as foncé, mais on va passer sur la partie un petit peu plus mindset. Flavie, du coup, tu viens de nous expliquer que tu avais mis sur pied une émission en partant de zéro sur YouTube et tout ça. On a pu voir les coulisses du lancement de ce concept. Moi, j'aimerais qu'on se replonge. Alors, encore une fois dans le lancement, c'était quoi tes émotions au moment de te dire je vais aller sur YouTube, c'est un terrain que je connais pas du tout. Est-ce qu'il y a eu des trucs de légitimité? Est-ce que tu as flippé? Enfin, je veux tout savoir. Ouais, bien sûr. En plus, s'exposer, surtout en tant que femme sur Internet, c'est vraiment... Il y a des moments critiques, en fait. On réfléchit encore plus à son image et tout ça. Et moi, j'étais pas trop exposée, parce que j'étais vraiment sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn, qui est relativement préservé de ça. Tu vois, moi, j'avais jamais eu de haters. J'ai jamais eu de mec comme ça qui est venu me dire... me faire un commentaire physique, tu vois, sur mon physique. Moi, donc, j'ai pensé à ça en premier. Et je te disais, moi, j'avais ce petit côté confort en pyjama dans mon salon. Je faisais mon podcast audio. Et les gens connaissaient ma voix, mais j'avais peur de m'exposer physiquement. Puis moi, j'aime pas trop me maquiller et tout ça. Donc, je me suis dit, ah là là, flemme. Donc, premier truc, ça a été mon image. Le temps qui passe et tout ça. Et je trouve que ça, faut juste se lancer. Parce qu'au début, on trouve ça affreux. Puis après, on s'habitue. En fait, ça crée une nouvelle norme. C'est comme j'avais vu un TEDx d'une chercheuse, alors je ne sais plus son nom, là m'échappe, mais elle dit, si vous voulez accepter votre image corporelle, il faut se voir très souvent en photo.
Et moi, ça m'avait fait ce truc aussi. J'avais fait des shootings photos pour illustrer mes posts LinkedIn, tu vois, pour que ça arrête le scroll, que les gens me fassent confiance. Et au début, je trouvais toutes les photos horribles. Et après, c'était devenu ma nouvelle norme. Maintenant, quand les gens m'invitent sur un podcast, ils me demandent quelle photo, quel angle tu veux que je mette. Je dis, je m'en fous. Tu mets la photo que tu veux, ça me fait ni chaud ni froid. Et ben, ça y est, c'est devenu pareil au bout de plusieurs vidéos. Et tu les vois, mes vidéos, notamment mes vidéos moches où je suis chez moi. Bon, il y a des fois, je suis pas en grande forme. Mais ce qui compte, c'est le fond de ce qu'on dit. C'est pas la forme. Et j'ai jamais eu aucun commentaire. Tu vois, personne m'a dit, tu vois, t'es pas coiffée ou un truc comme ça. Donc, parce que moi, je suis sur un truc un peu d'expertise aussi. C'est ça. Voilà. Donc, je prends plus ça. Qu'est-ce qui me faisait peur? Du coup, c'est tout ce nouveau public. J'avais peur, justement, d'avoir des commentaires, des haters. Et de temps en temps, il y en a. Parce que comme c'est algorithmique, ils connaissent pas ton univers. Donc, ils arrivent. Premier épisode qu'ils voient de toi, ça va être un épisode. Et je me rappelle, il y avait un épisode sur pourquoi les freelances galèrent, où on a été un peu trash sur les erreurs que font les freelances. Et là, je me suis pris un commentaire un peu salé de « Non, mais dans quel monde ils vivent? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se la pète et tout ?» Et là, je me suis dit « Je comprends. » Parce qu'en fait, quand on déboule complètement dans l'univers que moi je fais 300 000 euros alors qu'un freelance lambda fait pas du tout ça, on peut se sentir tout petit et tout ça, ou peut-être un peu mal à l'aise. Et donc voilà, faut y penser aussi, faut se dire voilà, ok, c'est normal, la distribution algorithmique fait ça. Et du coup, moi, par contre, je suis un peu méchante avec les gens, les haters et tout, je les envoie chier. Je leur dis, écoute, parce que tu sais, il y a des gens, ils vont dire, je sais pas, c'est quoi, bullshit ou je sais pas quoi. Je dis, écoute, bullshit, va écouter mes 1000 épisodes de podcast et me fais pas chier. Non, mais tu vois, à un moment, il y a un peu ce petit côté. Moi, j'ai eu besoin de ça, de me dire, ok, je vais pas me laisser faire, je vais pas me laisser miner le moral par un commentaire là-dessus. Ouais. Voilà, il y a eu ça. T'aimes bien aller à la baston quand même. Ouais, voilà. Non, mais en fait, en gros, pareil. Moi, quand j'avais un hater, un jour, j'avais vu Carlos faire là. Moi, j'aurais eu tendance de dire, d'expliquer, nan. Je l'ai vu, lui, rentrer dans l'art, et je me suis dit, ah ouais, d'accord. En fait, les mecs, ils rentrent dans l'art, et nous, les filles, on s'excuse d'exister et de faire des vidéos YouTube. Donc maintenant, je rentre un peu dans l'art. Ça me protège d'une certaine manière de pas y passer trop de temps, quoi. Ok. Donc image, qualité d'audience, parce que le podcast, c'est un peu confidentiel, un peu intime. C'est un peu un télo aussi, le podcast audio. C'est plus CSP+, je cherche à me former et tout. YouTube, c'est quand même plus grand public. Donc, tu peux aussi avoir des gens qui n'adhèrent pas du tout à ton message. Donc voilà, il faut être préparé. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et je pense que je me suis recréé une audience dans le YouTube qui apprécie mes qualités et mes expertises, quoi. Comment tu gères le rapport aux chiffres par rapport aux vues des épisodes? Tu vois, on en parlait un peu ce midi sur parfois des vidéos qui partent pas comme on l'aimerait. Ouais. Alors même si toi, tu as quand même ce rapport-là depuis un moment, enfin, tu partais pas de zéro en termes de médias, mais tu peux nous dire un peu comment tu gères ça? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es du genre, tu vois, après 20 minutes, à aller regarder les scores? Alors oui, au début, laisse tomber. Mais c'est normal, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend à faire une meilleure miniature, à faire un meilleur titre. Donc si tu regardes pas tes stats, c'est naze, quoi, tu vois. Et en plus, YouTube propose une profondeur de statistiques qui est énorme. Donc voilà, il y avait ce petit côté-là où je vous conseille au début de garder peut-être votre journée de publication off, quoi, pour avoir le temps de réagir et tout. Maintenant, je fais plus du tout ça, tu vois. Au bout de 20, je suis là, ok, le truc est publié, je regarde un peu, mais vite fait. Là, j'ai eu mon premier flop, mais vraiment genre flop énorme. D'habitude, je sais pas, je fais genre 300-400 vues. Là, j'avais genre 50 vues. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, mais sinon, tout le reste du temps, ça s'est bien passé. Donc quand le concept est bon, normalement, ça marche. Enfin, tu vois, après, à toute proportion gardée, mais t'as une forme de certitude que ça va quand même trouver son public. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les chiffres? Ah oui, moi, je pense qu'il ne faut pas regarder les chiffres tout le temps. Moi, ça fait peut-être 3-4 ans que je publie quotidiennement du contenu. Donc, en fait, je fais de l'enfouissement. Donc, tous les jours, je poste sur LinkedIn. Je m'en fous si mon post, il fait 3 000, 4 000, 6 000 ou 8 000. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait une moyenne, tu vois. Et j'ai remarqué qu'en fait, ce n'est pas toujours les idées que tu penses qui vont être bonnes, qui vont popper. Ce qui compte, c'est d'être régulier. Donc, c'est le input. Donc, publier des vidéos, publier des posts. Et le output, ce n'est pas toi qui décides. C'est les gens, l'audience. Donc, quand tu es occupé à publier, tu n'as pas le time de regarder tes audiences tous les 4 matins. Et donc, moi, typiquement, mon podcast audio, ça fait 2 ans que je ne regarde plus les audiences parce que je sais à peu près combien de personnes vont m'écouter. Donc, je me concentre plutôt sur la promotion pour faire monter cette audience-là, mais sans être accaparé par genre toujours ce qui s'est le passé. Moi, je me projette tout de suite dans le futur. Je me dis, OK, donc je regarde en gros mes vues mensuelles, quoi. Ça suffit, et mes vues par épisode. Justement, tu parles du passé, j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que toi, tu étais plutôt du genre, on va faire un peu d'introspection, un petit retour, mais
parce que tu es quand même super à l'aise. Alors ça vient, comme tu le disais, avec le fait de répéter l'exercice, mais je trouve qu'il y a quand même une aisance assez naturelle pour lancer les sujets, machin de ça. Enfin, on te sent hyper. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as toujours eu ou tu as dû bosser sur ce truc-là? Non, je l'avais quand même. J'aimais bien parler en public. Quand j'étais dans les entreprises, j'étais manager France, je faisais des conférences, je me sentais à l'aise dans ce format. Donc, je pense que j'ai gardé ce point fort. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire des podcasts, tu vois. Sinon, je ferais une newsletter. Enfin, j'ai une newsletter, mais tu vois, mon format maître, c'est quand même la discussion. Donc voilà, non, je pense qu'il faut prendre ses points forts. Et on peut être très introverti et très bien marcher sur YouTube. Par exemple, on pourrait faire, si je suis introverti, je pourrais faire des analyses de solopreneurs célèbres avec juste ma voix et des images d'archives des mecs, et ça marcherait très bien. Et ça serait scripté, préparé. J'aurais aucune interjection à faire avec des invités. Et voilà, moi, ça, par contre, ça me va moins parce que je suis pas du tout une bosseuse. J'ai pas envie de travailler pendant 17 heures sur un machin. Je m'en fous. J'aime pas aller chercher des images d'archives, donc ça me correspond moins. Je préfère presque faire un débat, les meilleurs solopreneurs du monde, et chacun raconte des trucs. Là, je serais plus à l'aise. Donc, il faut choisir en fonction de ses forces aussi. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est un super conseil de toute façon, effectivement. Il n'y a pas une formule qui marche pour tout le monde. C'est à vous de trouver votre recette et d'aller là où vous êtes les plus forts. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu sens, avec le temps, qu'on te reconnaît de plus en plus? Alors, j'en parle parce qu'on était, il n'y a pas très longtemps, au salon du SME. Moi, j'ai vu le phénomène Flavie Prévost. Alors, je le voyais déjà à Nantes, mais là, on était à Paris. Et c'était hyper drôle, en fait. Je repense à une scène un peu marrante et touchante où quelqu'un vient te voir avec ton livre, parce que tu as même sorti 2 livres, faire une dédicace. Ouais, trop chou. Ma première dédicace. Ouais, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on ressent, tu vois, quand on sent que, purée, tout le travail qu'on a mis. C'est trop bien. Moi, j'avais déjà eu ça avec le podcast où, en gros, ce qui me faisait trop rire, c'est quand je rencontre quelqu'un, les gens, ils s'arrêtent tout de suite au bout de 30 secondes. Ils font « Attends, mais c'est un truc de ouf. Je t'écoute depuis 2 ans. C'est un truc de ouf d'entendre ta voix en vrai. » Genre, où t'as la même voix, ou je sais pas. En fait, les gens, ils ont des relations parasociales avec moi, c'est-à-dire qu'ils me connaissent de façon un peu intime parce que je suis dans leur casque et tout. Donc ça, j'avais déjà. Par contre, effectivement, là, au salon SME, il y a un mec avec qui je parlais qui me dit « Je te connais. Ah, je te connais de YouTube. » C'était la première personne qui m'a dit ça. Et là, c'était vraiment parasocial, mais voix plus image. Et là, j'étais là « Ah ouais, trop bien, ça marche alors. » Voilà, il y a ça. Moi, ce qui m'a le plus... était flagrant, je trouve, qu'avec Solo Nation, c'est que ça m'a associé aussi à mes invités. On les voit et tout, il me dit « Ah, tu connais un tel, alors du coup ?» Donc ça a fait vraiment l'effet de halo plus, quoi, que je recherchais aussi, du coup, avec ces meilleurs solopreneurs de la francophonie. Et je pense que ça a mis de l'autorité en plus par rapport aux gens qui se disaient déjà « Ah bah Flavie, oui, elle fait des trucs bien et tout. » Mais là, c'est « Ah, Flavie, elle fait des trucs bien et elle pèse un peu dans le truc parce qu'elle est dans cette sphère-là et elle est identifiée parmi les meilleurs de la francophonie. » Alors, enfin, c'est une construction parce que c'est nous qui avons construit le show. Mais finalement, même quand c'est toi qui le construis, ça marche quand même. Tu vois, on s'est un peu autoproclamé le meilleur show des solopreneurs de la francophonie. En vrai, il n'y en a pas d'autres. Non. Donc, du coup, j'ai envie de dire, on est le premier, tu vois. Il faut un peu de conviction, tu vois. Et au début, j'avais l'air un peu con parce que je disais ça, tu te rappelles, en intro. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors que je n'avais aucune certitude. Aucun épisode n'était encore sorti. Donc là, c'était un peu le fake it until you make it. Mais si tu le fakes pas, personne va croire en toi. Voilà, non, donc c'est vrai, il faut qu'on ressente l'énergie à un moment donné, il faut qu'on y croie, parce que sinon, ça peut pas marcher. Et ça, c'est à l'host de podcast de mettre cette énergie. Parce que si toi, tu la mets pas, les autres, ils sont là, je sais pas si ça va marcher, et tu vois, ça part pas bien. Donc, tu es le capitaine un peu du navire, t'y vas, quoi. Tu pars, et tu sais pas comment ça va se passer en cours de route. Voilà. Ah oui, il y a aussi... petit truc pratique, mais qui m'a aidé, moi, dans mon mindset, c'est... j'ai un groupe WhatsApp avec mes co-animateurs. Okay. Et je les ai régulièrement encouragés. Je leur disais, ça y est, c'est sorti, c'est chouette, ça part bien. Franchement, vous avez été dingues, vos punchlines sont incroyables. Regardez les messages que je reçois. En fait, je les sauçais, je les hypais un peu. En faisant ça, je me hypais moi-même, je me rassurais, mais eux aussi. Parce que je pense qu'au début, tu es d'accord, tu es dans cette entreprise, tu sais pas si c'est un radeau, le radeau de la Méduse ou un truc qui va découvrir l'Amérique. Grave. Donc je les ai grave chauffés et saucés. Et ce petit groupe, il est devenu sympa. Des fois, on s'envoie des SOS. Ah putain, il m'est arrivé ça avec un client, machin. Et là, notre projet, ça va être de partir ensemble, faire une expédition Solo Nation.
J'en dis pas plus, mais on va partir en reportage. Et voilà, et on va vraiment continuer à avoir ce groupe solide qui se construit. Et tu vois, moi, en mindset, ça m'aide de m'aider des autres. Parce que quand tu es tout seul face à ta caméra, tu sais pas. Toi, tu m'as aidé. Des fois, tu me disais... Allez, bon tournage, tu vas d'être ça. Moi, ça m'aidait. Ensuite, mes autres potes, ils me disaient, ouais, c'est cool, bravo, vas-y, félicitations. Le crew aussi, le casting disait, j'ai regardé l'émission de la semaine dernière, même s'ils n'étaient pas dedans. Ouais. Franchement, bravo. Pauline, Adrien, machin, t'as été super. Donc voilà, c'est s'entourer aussi de personnes qui vont t'aider à passer ce cap mental qui est un peu la vallée de la mort, quoi. Quand tu sais pas si ça va marcher, ça m'a grave aidé. Ouais, mais ça se ressent, hein, de toute façon. Je trouve qu'il y a sur le plateau cette espèce de truc d'entraide. On y va, quoi. Quasiment sur toutes les émissions, on ressent bien cette énergie-là. Ouais, cool. Ok, trop bien. Qu'est-ce que tu devrais... Si tu devais tout recommencer, là, Flavie, tu changerais quoi que ce soit dans le mindset ou dans le process, pas évident comme question, mais... Ouais. Bah non, c'est pas évident, parce que tu as vu que j'ai changé plein de trucs au fur et à mesure. Non, mais ouais, j'allais dire me faire plus confiance, être un peu plus spontané. Tu vois, là, j'ai fait des émissions qui duraient 2 heures. Est-ce que j'avais besoin de faire 2 heures ? Je pourrais. Je sais déjà les trucs. Enfin, faut un peu plus de légèreté, un peu moins de préparation. Enfin, attention, faut quand même préparer, mais se détendre encore un petit peu plus, le prendre un petit peu plus spontané, et faire du coup des thèmes aussi. Enfin, se faire confiance, parce qu'en fait, au début. Un de mes coachs m'a dit « Ouais, il faut pas faire des thèmes trop niches, il faut faire des thèmes universels. » Ouais, enfin, sauf qu'aussi, finalement, ce qui manque sur le marché, c'est des thèmes hyper niches où on discute entre potes. Genre, par exemple, mon épisode sur les newsletters, il a cartonné. Pourquoi tout le monde lance sa newsletter ? Comment créer une bonne newsletter ? Dans l'univers francophone, personne n'en parle. Et ben oui, c'est pas universel, mais ça a cartonné. Alors oui, les thèmes universels aussi, genre side business et tout, ça marche bien. Mais tu vois, faut savoir aussi se faire confiance. Et des fois, on sait éditorialement qu'on a une pépite. On sait juste que le public n'attend pas ça forcément de nous, mais on lui donne quand même. Et là, ça marche. Et là, c'est cool de voir un peu la magie opérer, quoi. Tu parlais de confiance. La confiance, elle est au max. Pour la saison 2, comme on est sur une de 0 à 10, toi qui aimes bien faire mettre des notes à tes invités dans Solonation, là, on est comment ? En fait, franchement, la confiance, ça se construit. Parce que je pourrais te dire, là, à la base, je sais pas, la confiance, elle est à 5 sur 10 parce que j'ai pas de sponsor, j'ai pas fait mes 4000 views et c'est quand même, ça me prend du temps. Mais du coup, au contraire, je vais plutôt me projeter sur les projets 2026. On va doubler la cadence. Du coup, ça va me coûter moins cher en production. Je vais avoir plus d'écoute. Je vais pouvoir inviter des nouvelles personnes parce que le show est plus connu, etc., etc. J'ai de plus en plus de personnes qui proposent de participer. Donc là, voilà, là, je suis à 10 sur 10. Mais parce qu'aussi, je fais exprès de me mettre des projets cool et qui me plaisent et du coup, de continuer à investir. En gros, j'ai vu la traction. Donc maintenant, il faut y aller à fond. C'est quand tu vois une traction de business, par exemple, tu vois que tu as une offre que tu lances en freelance qui commence à bien marcher, tu abandonnes toutes tes autres offres et tu fais ça. Et moi, là, c'est ce moment-là où, en fait, je pourrais reculer, où je pourrais doubler la cadence. Et j'ai décidé de doubler la cadence. C'est parti, soyez au rendez-vous. 2026, ça va envoyer du lourd. Hein. Franchement, trop hâte de voir ça. Écoute, Flavie, je pense que c'est pareil. On a bien creusé cet aspect mental, mindset, émotion par rapport à cette super aventure qu'est Solonation. Du coup, je te propose qu'on termine cette conversation avec 3 petites questions pour terminer ce super échange. Première question, Flavie. On parle de Solonation. Ça serait quoi le casting de rêve ? Tu peux avoir qui tu veux sur ton plateau. C'est qui les personnes qui viennent faire l'émission avec toi ? Waouh, purée, j'étais pile dans ce sujet, en plus en train de me dire... Moi déjà, mon casting de rêve, c'est qu'il y ait des femmes solopreneurs qui fassent des millions. Et j'en ai plein. J'en ai trouvé plein, alors qu'au début, je ne les connaissais pas. Donc ça, premier check. Et après, moi, j'aime bien qu'il y ait des business models différents. Typiquement, par exemple, il y a une chaîne YouTube que je suis qui s'appelle Waved. C'est un surfeur qui a lancé sa chaîne de surf, où il a apprentissage du surf. Je lui ai écrit, on s'est écrit, mais on n'avait pas concrétisé. Je vais lui dire de venir. Tu vois, c'est aussi moi, j'en profite pour rencontrer mes idoles, quoi, les gens que j'aime bien, qui me font kiffer, qui ont des business où ils ont une bonne vie et en même temps, ils gagnent de l'argent. Donc voilà, c'est pas forcément des stars dans l'univers, parce qu'en fait, finalement, les stars, c'est pas des solopreneurs. Donc moi, je veux des freelances et des solopreneurs qui font des millions, mais qui sont tranquilles, qui vivent de leur passion. Donc faites-les-moi découvrir si vous en connaissez aussi, ça m'intéresse. Voilà. Mettez-les en commentaire. Et un peu des artistes aussi, j'aime bien les gens quand même qui sont créatifs et tout, qui sont prêts à tenter des choses. Ok. Deuxième question, tu parlais de surf, là justement, on va être un peu dans cette thématique-là. Est-ce que tu préfères quoi ? Le million avec le board ou alors
dans un monde où c'est possible, Flavie Prévost, championne olympique de surf. Oh, purée. Dans un monde où c'est possible, c'est vrai que ça m'incite plus vers la réponse 1, parce que je sais que je peux faire 1 million avec le board et que c'est plus simple. Parce qu'il n'y a pas les conditions, le vent, les genoux, les enfants, les vacances. Là, tu vois, j'avais booké 1 semaine de vacances sur un spot de surf et il y a eu 4 mètres de vagues, je n'ai pas pu surfer de la semaine. Donc le problème, c'est que le surf, ça dépend moins de moi que le business. Et ce que j'adore dans le business, c'est que quand tu deviens entrepreneur, ça fait un truc de ouf dans ta vie où tu as l'impression que tout est possible parce que tu es en contrôle de ce que tu proposes, de l'argent que tu crées. Voilà. Mais je vais me mettre l'objectif surf. Tu sais pourquoi ? Parce que du coup, comme c'est inatteignable et dur et ingrat, tout le reste m'a l'air facile. Et en fait, en termes de mindset, des fois, c'est ça. Moi, faire du surf, c'est tellement dur que faire Solo Nation, après, je me dis, c'est cool, franchement, tout va bien. Quoi, il n'y a pas eu 2000 vues, il y a eu 3000, 4000, on s'en fout. Par rapport à la difficulté du surf, j'achète. Ça, je vais bien te croire. Tu m'as toujours pas vu dans tes séjours. Hein. On verra. Et dernière question, Flavie. Qu'est-ce que la vidéo t'a appris sur toi que tu ne savais pas déjà ? Oh waouh, c'est hyper profond ça comme question. Elle m'a appris à déléguer, à faire confiance aux autres. J'ai pas le choix là, je peux pas tout faire moi-même. Et ça, c'était super intéressant parce que c'est une aventure humaine aussi. J'ai rencontré des gens super sympas comme toi, comme Laetitia, comme Mélanie. Tu vois, tout ce crew, Inès et tous les gens qui m'aident. Et ça, c'est incroyable de voir cette communauté. Et puis après, elle m'a appris l'acceptation de soi, de ses défauts, sa façon de parler. Et finalement, les gens n'ont rien à foutre. En fait, c'est juste toi et ta propre réflexion perso parce que les gens, ils sont juste captivés par ce que tu racontes ou non, point. Est-ce que t'es mal coiffé, machin, tout, rien à foutre. Est-ce que t'as une belle maison, un bel éclairage ? Ça compte pas tant que ça, finalement. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça, c'est le côté stoïcien. Et puis, l'aventure humaine que c'est de faire des vidéos, quoi. Magnifique réponse, merci beaucoup Flavie. C'est quoi les prochaines actus, le prochain enjeu là pour toi, c'est quoi ? Écoute, c'est lancé 2026 là, donc vraiment je suis casting de Solo Nation. Là j'ai déjà calé les dates, maintenant je veux faire un casting d'enfer, vraiment hyper varié, diversifié et tout. Et les thèmes je les ai déjà. Et doubler la cadence et let's go quoi. Mais je suis confiante quoi. Franchement il y a du répondant et il y a surtout une méga bonne communauté aussi, une bonne vibe autour de ce projet, donc j'ai trop hâte de le concrétiser. Donc on te retrouve bien évidemment sur YouTube, partout en fait. Hein. On mettra les liens le board média. Le board média sur YouTube, c'est pas mon nom. J'ai pris mon nom de podcast pour héberger la chaîne. Ouais. Oui d'ailleurs ça c'était un choix. Peut-être t'avais pas envie de repartir. Ouais, pareil. Tu vois, en fait, dans l'idéal, il faudrait tout faire en double, une deuxième chaîne YouTube, machin. Moi, ma théorie, c'est ce que c'est tu te lances avec ce que tu as et après, tu améliores plus tard. Quand j'aurai des millions de followers, je pourrais dédoubler ma chaîne. Mais là, c'est pas... franchement, j'ai 5000 abonnés bientôt. Ça va, quoi. Je peux tout mettre au même endroit, quoi. Tranquille. Mais en tout cas, merci infiniment, Flavie. J'espère que tu as passé un bon moment dans ce premier épisode de JV, mais j'ai peur. Hein. Je te check parce que c'est toujours particulier, un premier épisode. Dans tous les cas, j'espère que vous aussi qui nous avez regardé ou écouté, d'ailleurs si vous nous avez écouté, n'oubliez pas, le podcast est disponible aussi en version vidéo sur ma chaîne YouTube. Et puis n'oubliez pas non plus que Flavie, dans la prochaine newsletter, vous partagera une ressource vraiment très précieuse sur comment est-ce que vous allez pouvoir budgétiser votre lancement de podcast vidéo si jamais c'est dans les cartons pour 2026 et vous l'avez compris. C'est une recommandation qui pourrait être pertinente pour votre business. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à des potes entrepreneurs, solopreneurs, freelance, indépendants, enfin bref, on les appelle comme on veut, qui auraient des sujets, des vidéos, notamment de vidéos incarnées. Vous êtes au bon endroit pour progresser sur ces questions-là avec des conseils applicables et de l'inspiration. C'est ça, j'y vais mais j'ai peur. Bien évidemment, au-delà de la référence à Josiane Balasco avant de se casser le bras dans les bronzés fonds du ski. Merci infiniment d'avoir été avec nous et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle discussion. Ciao. Ciao.